Ma belle-sœur a voulu m'humilier devant ses beaux-parents milliardaires, me réduisant à une simple infirmière pour asseoir son mariage parfait. Elle ignorait que le père du marié me devait la vie. J'allais faire s'écrouler tout son monde. Je n'ai pas assisté à ce mariage pour voler la vedette. Mon plan était simple, m'asseoir tranquillement, afficher un faux sourire, et filer directement vers ma garde de nuit de 12 heures, comme toujours. Mais une phrase méprisante, prononcée à voix haute devant les deux familles, a traîné un secret enfoui dans la lumière. À la fin de la journée, la femme rabaissée au rang de simple infirmière était devenue la seule personne dans cette pièce à tenir toute la famille du marié en respect. Je m'appelle Élise Rousseau. À 33 ans, ma réalité se définit par l'odeur piquante des antiseptiques, le bip frénétique des moniteurs cardiaques et la brutale honnêteté de la souffrance humaine. En tant qu'infirmière urgentiste à l'Institut de traumatologie de la Riviera, j'évolue dans un monde où il n'y a pas de temps pour les faux-semblants. Le sang, les os et le souffle sont les seules monnaies qui comptent. C'est précisément pour cela que pénétrer dans le domaine de verre m'a fait l'effet de débarquer sur une planète extraterrestre. Le domaine était une maison de verre d'une modernité agressive, située à Cap des Pins, une enclave côtière aux allures fictives où le code postal agissait comme une barrière contre le monde réel. Chaque centimètre des lieux avait été conçu pour atteindre la perfection visuelle. Des dizaines de milliers d'orchidées blanches pendaient des plafonds voûtés, créant une canopée à l'odeur d'une douceur suffocante. La lumière du soleil se fracturait à travers des lustres en cristal, projetant des prismes artificiels sur les sols en marbre poli. C'était un espace si impeccablement organisé qu'il en paraissait totalement faux. Un terrarium stérile construit pour des gens qui souhaitent admirer la beauté sans jamais toucher la terre. J'étais là contre mon gré. 2 semaines plus tôt, ma mère, Thérèse, m'avait serré les mains avec un désespoir silencieux et persistant. Elle m'avait supplié d'assister au mariage de ma demi-sœur, Isabelle de Villeneuve. Elle ne m'avait pas demandé d'être heureuse pour Isabelle. Sa demande était purement pragmatique. Juste pour aujourd'hui, Élise avait-elle doucement imploré. S'il te plaît, faisons en sorte que la famille paraisse normale, juste pour un jour. La normalité était un concept risible pour une famille rafistolée par l'ambition de mon beau-père et les compromis silencieux de ma mère. Mais j'avais accepté. J'avais troqué l'honnêteté brutale de ma blouse d'hôpital pour la civilité performative d'une invitée de mariage. J'étais arrivé vêtu d'une simple robe bleu marine. Elle était propre et tout à fait banale. Elle ne portait aucune étiquette de créateur, n'accrochait pas la lumière et manquait de l'extravagance chatoyante qui servait d'uniforme au cercle intime et soigneusement sélectionné d'Isabelle. Il grouillait dans la salle de réception, une nuée jacassante d'influenceurs lifestyle et de petits héritiers de l'immobilier. Leurs visages étaient lourdement maquillés, leur posture rigoureusement maintenue pour les drones caméras, et leur rire était délibérément perché un demi-octave plus haut que la joie naturelle. C'étaient des gens qui vivaient purement pour un public. Je naviguais parmi eux comme un fantôme, préférant mon anonymat. Cet anonymat fragile a volé en éclats au moment où je me suis arrêté devant l'immense plan de table près de l'entrée. La table de la famille de Villeneuve, désignée en évidence comme la table numéro 1, était située tout à l'avant de la pièce. Y figuraient ma mère, mon beau-père Gérard, et les parents les plus photogéniques d'Isabelle. Mon nom brillait par son absence. Je suis resté là, mes yeux traçant l'élégante calligraphie au-delà du cortège nuptial, au-delà des riches associés en affaires, et au-delà des amis d'université. Enfin, près du coin inférieur, je l'ai trouvé. Élise Rousseau. Table 24. J'ai balayé la vaste salle du regard. J'ai repéré la table 24, reléguée dans le coin le plus reculé de la pièce. Elle était positionnée juste à côté des portes battantes en métal, là où le personnel du traiteur se précipitait avec des plateaux de nourriture imposants. C'était la frange absolue de la salle, le point exact où le glamour cédait brusquement la place à la réalité en sueur du personnel de service. Avant que je ne puisse pleinement réaliser l'affront, l'odeur écrasante d'un parfum de créateur a annoncé son approche. Isabelle a glissé vers moi, drapée dans une robe en soie sur mesure qui coûtait sans doute plus cher que ce que je gagnais en 6 mois. Elle a posé une main manucurée sur mon avant-bras, un geste qui paraissait incroyablement chaleureux pour quiconque observait de loin. Sa voix était du pur sucre filé. « Élise, je suis tellement ravi que tu aies pris le temps d'être là, a-t-elle roucoulé. J'espère que le plan de table ne te dérange pas. C'est juste une question de logistique. Tu sais comment sont ces organisateurs avec les chiffres. Je savais que tu serais la plus compréhensive à ce sujet. Ce n'était en rien une question de logistique.
C'était une éviction calculée. C'était la manœuvre signature d'Isabelle, une tactique bien rodée qu'elle utilisait depuis que nous étions adolescentes, partageant un toit mais existant dans des univers différents. Isabelle ne s'engageait jamais dans une guerre ouverte. Elle était plutôt spécialisée dans une forme d'humiliation à plusieurs niveaux. Placer mon nom à la table 24, juste à côté de la cuisine, était sa façon polie et niable de me rappeler exactement où je me situais dans la hiérarchie de sa vie immaculée. J'ai levé les yeux vers les siens, qui étaient dépourvus de toute chaleur. Je lui ai offert un sourire crispé, refusant de lui donner la réaction satisfaisante qu'elle espérait. J'ai simplement hoché la tête, j'ai reculé pour que sa main tombe, et j'ai marché vers mon exil assigné. Depuis mon point d'observation près des portes de service, j'avais une vue imprenable sur les véritables dynamiques de pouvoir en jeu. La véritable gravité de la pièce était entièrement centrée sur la famille de Rochefort. Le marié, Nicolas de Rochefort, se tenait près de l'autel. Il était classiquement beau dans un smoking sur mesure. Cependant, la tension dans sa posture était palpable. Ses sourires étaient automatiques et prompts à disparaître. Ses yeux balayaient constamment la pièce, possédant le regard rigide et calculé d'un homme préoccupé par une acquisition d'entreprise à haut risque plutôt que par une union romantique. Il avait l'air de quelqu'un qui se préparait à un impact massif. Puis, mon attention s'est déplacée vers le père du marié, Arnaud de Rochefort. C'était une figure redoutable, un homme d'affaires d'un certain âge, réputé pour son calme et son intelligence acérée. Même immobile, il imposait une autorité silencieuse. Pourtant, alors qu'il commençait à se frayer un chemin à travers la foule, son extérieur poli montrait des signes distincts d'usure. Il marchait nettement plus lentement que les hommes qui l'entouraient, ses pas étaient mesurés et prudents. Alors qu'il s'approchait des 3 marches en verre menant à l'estrade principale, mes instincts cliniques ont instantanément pris le pas sur mon rôle d'observatrice passive. J'ai cessé de voir un patriarche puissant pour commencer à voir un patient fragile. J'ai observé la façon spécifique dont sa main agrippait la rampe en verre transparent. Ce n'était pas une prise désinvolte. Ses jointures devenaient complètement blanches, indiquant qu'il supportait une part importante du poids de son corps sur ce bras. Il y avait un léger tremblement rythmique dans ses doigts, trahissant un manque de contrôle neuromusculaire. Une fois arrivé sur la dernière marche, il a fait une pause. Il s'est tourné pour faire face à la salle, projetant l'image d'un père fier admirant l'assemblée, mais je savais exactement ce qu'il faisait. J'ai vu le léger évasement laborieux de ses narines. J'ai noté le soulèvement rapide et inégal de sa poitrine sous sa veste de costume. Il masquait son essoufflement. Il n'allait pas bien du tout. Mon esprit a automatiquement commencé à catégoriser ses symptômes, passant en revue une liste mentale de diagnostics différentiels cardiaques et respiratoires. Mon triage silencieux fut soudainement interrompu par un changement radical de l'atmosphère. J'ai détourné le regard d'Arnaud pour voir Isabelle se tenir près de la table d'honneur. La façade sucrée avait disparu, remplacée par la concentration intense d'un metteur en scène. Elle a fait un geste de la main autoritaire envers l'organisateur de mariage paniqué. Isabelle a pointé un doigt vers un microphone argenté posé sur un pied, puis a tapoté sèchement une montre imaginaire sur son poignet. L'organisateur a hoché la tête en panique et a immédiatement commencé à faire signe au quatuor à cordes de baisser le volume. Le discours d'avant-cérémonie allait commencer. Le bruit ambiant dans la maison de verre est retombé à un murmure étouffé. Une angoisse froide et lourde s'est installée au creux de mon estomac. J'ai regardé Isabelle tourner lentement la tête, balayant l'immense salle. Ses yeux ont survolé la foule étincelante jusqu'à ce qu'ils se verrouillent impeccablement sur mon coin ombragé près des portes de la cuisine. Ses lèvres se sont courbées en un petit sourire victorieux. Chaque instinct de mon corps hurlait un avertissement. Je n'avais pas été banni à l'extrémité de la pièce juste pour être oublié. Isabelle avait un plan. J'ai eu la prémonition écœurante qu'avant la fin de ce discours, j'allais être tiré de l'ombre et exhibé comme un accessoire social pour sa performance ultime. J'avais perdu mon père biologique à l'âge de 15 ans à peine. Son départ de ce monde n'avait pas été accompagné d'une musique grandiloquente ou d'un fondu au noir poétique. Ce fut un événement coronarien soudain et catastrophique, par un mardi après-midi tout à fait banal. Un instant, il m'expliquait la mécanique d'une vitesse de vélo dans notre garage exigu, et l'instant d'après, il était parti. Cet après-midi-là m'a arraché la couche protectrice de l'illusion de l'enfance. Cela m'a laissé avec un vide profond et retentissant, et la dure réalisation que la survie était désormais un sport individuel. J'ai appris incroyablement tôt que personne ne viendrait me sauver. Je devais devenir ma propre ancre.
2 ans plus tard, ma mère a tenté de combler ce vide retentissant. Elle a épousé Gérard de Villeneuve. Gérard était un promoteur immobilier agressivement ambitieux. Un homme dont l'existence entière était un exercice calculé de réseautage et d'acquisition d'actifs. L'épouser n'a pas seulement changé notre nom de famille. Cela nous a propulsés dans un univers où chaque interaction humaine était évaluée selon son potentiel retour sur investissement. La maison de Villeneuve fonctionnait moins comme un foyer familial et plus comme un showroom d'entreprise haut de gamme. Tout devait paraître impeccable. Chaque dîner était un argumentaire de vente subtil. Chaque relation était exploitée. Au centre de ce showroom se tenait Isabelle, la fille biologique de Gérard. Elle et moi occupions la même adresse physique, mais nous existions dans des systèmes solaires totalement différents. Isabelle avait été élevée avec un régime d'exclusivité. Son adolescence était une chronologie soigneusement organisée d'écoles privées d'élite, de camps d'équitation estivaux hors de prix et de luxueuses vacances d'hiver dans les Alpes. Ses problèmes se résolvaient en signant un chèque ou en passant un appel téléphonique au bon contact. Ma trajectoire était résolument différente. Pendant qu'Isabelle s'angoissait pour savoir quelle robe de créateur porter à son bal des débutantes, je portais des blouses délavées, travaillant 70 heures par semaine comme agent hospitalier. Je récurais les risques biologiques sur des sols en linoléum, je vidais des bassins et je transportais des familles en deuil jusqu'à la morgue. J'accomplissais le travail lourd et sans aucun glamour nécessaire pour rassembler les 55 000 € dont j'avais besoin pour payer mes études d'infirmière. Je gagnais ma vie une garde brutale et épuisante à la fois. Pour Isabelle, mon existence même dans sa maison était une offense esthétique. J'étais le bagage encombrant de la vie antérieure et moins glamour de sa nouvelle belle-mère. J'étais un défaut flagrant dans le portefeuille autrement impeccable de la famille de Villeneuve. Cependant, Isabelle était bien trop sophistiquée pour s'engager dans des disputes hurlantes ou des altercations physiques. C'étaient des tactiques pour les gens du commun. Elle était passée maître dans la frappe polyéniable. Elle utilisait l'étiquette comme une arme pour me rendre invisible. C'était sa façon de me recadrer habilement hors des photos de vacances familiales avant de les publier en ligne. C'était sa façon de me présenter à ses riches amis en prononçant mon nom, pour pivoter immédiatement la conversation, me laissant planter là comme un meuble mal placé. C'était une campagne d'humiliation systématique et stratifiée, conçue pour me rappeler constamment que j'étais une invitée qui avait trop prolongé son séjour. Elle excellait à transformer les sacrifices des autres en ses propres droits inhérents. Pourtant, malgré son dédain absolu à mon égard, c'était moi qui l'avais tiré, à maintes reprises, du bord de ses propres désastres préfabriqués. Il y a eu d'innombrables fois où je suis intervenu pour la sauver de moments qui auraient brisé de façon permanente son image publique soigneusement construite. Je me souviens de la veille de son entretien d'admission le plus crucial pour les grandes écoles. La pression de maintenir l'héritage de son père l'avait brisé. Je l'avais trouvé sur le sol de la salle de bain, en hyperventilation, ses mains parfaitement manucurées griffant sa propre gorge dans une véritable crise de panique. Je ne me suis pas moqué d'elle. Je me suis assise sur le carrelage froid, je lui ai attrapé les épaules et je l'ai forcé à calquer sa respiration sur la mienne, la guidant hors de la spirale en utilisant les mêmes techniques cliniques d'ancrage que j'utilisais sur les patients traumatisés. 1 an plus tard, il y a eu l'incident avec la robe émeraude moulante. Elle avait passé 5 jours d'affilée à ajuster obsessionnellement sa routine et à multiplier les essayages pour pouvoir la porter lors d'un gala de charité très médiatisé. 10 minutes avant l'arrivée de la limousine, ses yeux se sont révulsés et elle s'est effondrée dans le couloir. Je l'ai rattrapée avant que sa tête ne heurte le sol en marbre. J'ai pris ses constantes, surélevé ses jambes, et lui ai fait boire régulièrement de petites gorgées de jus d'orange jusqu'à ce que sa glycémie se stabilise suffisamment pour qu'elle puisse se tenir debout et simuler un sourire pour les caméras. L'incident le plus précaire s'est produit lors de sa 2e année d'université. Elle a titubé dans la maison à 3 heures du matin, dangereusement intoxiquée, son mascara coulant sur son visage comme de l'encre noire. Elle a grippé son téléphone, essayant activement de lancer une diffusion en direct à ses milliers d'abonnés pour se lancer dans une diatribe vulgaire et destructrice de carrière à propos d'une influenceuse rivale. Je lui ai arraché le téléphone des mains, je l'ai verrouillé, je l'ai traîné jusqu'à la salle de bain et je lui ai tenu les cheveux pendant qu'elle vidait son estomac. Je l'ai ensuite placée en position latérale de sécurité sur son lit pour qu'elle ne s'étouffe pas dans son sommeil. Je n'ai pas fait ces choses par un profond amour fraternel, mais par un instinct fondamental de protection d'une vie en détresse. Ma formation dictait mes actions. Mais les lendemains de ces sauvetages étaient toujours les plus révélateurs. Quand Isabelle descendait dans la cuisine le jour suivant,
sirotant son jus vert bio, il n'y avait jamais un mot de gratitude. Il n'y avait aucune reconnaissance de sa vulnérabilité. Au lieu de cela, elle me traitait avec l'efficacité sèche et méprisante qu'on pourrait réserver à une femme de chambre qui a nettoyé avec succès une tache sur le tapis. Elle regardait à travers moi, effaçant complètement la réalité que la demi-sœur silencieuse qu'elle méprisait était la seule raison pour laquelle elle se tenait encore droite. Je n'étais que l'équipe de nettoyage. Ce qui rendait ces matins atroces, ce n'était pas l'arrogance d'Isabelle. C'était la complicité de ma mère. Thérèse savait tout. Elle entendait les crises de panique. Elle voyait les verres de jus d'orange abandonnés. Elle sentait l'alcool de la nuit précédente, mais ma mère était terrifiée à l'idée de perturber la vie riche et confortable que Gérard lui offrait. Elle a choisi la survie plutôt que la solidarité. Chaque fois que je croisais le regard de ma mère après l'une des remarques désobligeantes d'Isabelle, Thérèse détournait rapidement les yeux, soudainement intensément concentrée sur l'essuyage d'un comptoir en granit impeccable. Plus tard, elle me prenait à part et chuchotait d'une voix tendue et implorante, me suppliant de laisser couler. Elle me demandait de maintenir la paix. Elle voulait que la maison soit calme, même si ce calme était bâti sur ma dégradation. Ce silence de ma propre mère était une trahison profonde. Il coupait plus profondément et faisait mal plus longtemps que n'importe quelle insulte qu'Isabelle pourrait jamais inventer. La cruauté d'Isabelle était attendue. L'acceptation silencieuse de ma mère était un abandon dévastateur. Cela m'a appris que maintenir intacte l'illusion des Villeneuve avait plus de valeur que la défense de ma dignité. Au fil des années, j'ai durci ma carapace. J'ai canalisé ce rejet dans ma carrière. J'ai appris à puiser ma force dans le chaos des urgences, trouvant du réconfort dans un endroit où les actes comptaient plus que les apparences. Je me suis construit une vie où j'étais essentiel, où mes compétences avaient une véritable importance. J'ai appris à m'épanouir sans avoir besoin de l'affection ou de l'approbation des personnes vivant sous ce toit. J'ai fini par accepter parfaitement de ne pas être aimé par eux. Mes avancées ne veut pas dire devenir amnésique. Vous pouvez guérir une blessure, mais le tissu cicatriciel reste, tirant chaque fois que le temps change. J'ai appris à bien vivre. Mais alors que je me tenais dans le coin de cette luxueuse maison de verre lors de son mariage, l'ancien poids familier s'est fermement réinstallé sur ma poitrine. Je n'avais jamais oublié la réalité froide et isolante d'être considéré comme entièrement jetable. Je n'avais jamais oublié le sentiment d'être une étrangère absolue, une figurante indésirable se tenant au milieu de sa propre famille. L'hostilité n'avait pas commencé quand j'ai mis les pieds dans cette maison de verre. Elle avait été méticuleusement préparée au cours de plusieurs mois, pavée de SMS passifs-agressifs et d'exclusions soigneusement orchestrées. Dans l'écosystème à haut risque de la richesse moderne, la guerre est rarement déclarée en criant. Elle est livrée avec un sourire immaculé et une notification numérique. Exactement 6 semaines avant le dîner de répétition, l'écran de mon téléphone s'est illuminé avec un message d'Isabelle. C'était un mardi matin. Je venais de terminer le dossier d'un cas de traumatisme particulièrement éprouvant et je me servais ma 3e tasse de café rassis de la salle de repos. Le message se lisait comme une directive d'entreprise déguisée en conseil fraternel. Elle suggérait que, pour le bien de l'harmonie du groupe, je devais absolument éviter de parler de mon travail devant sa future belle famille. Les Rochefort, expliquait-elle avec un éventail condescendant d'émojis cœur, étaient des individus qui naviguaient dans le monde de la haute finance. Ils étaient habitués à discuter de capital risque, de fluctuations du marché et d'investissements mondiaux lors des dîners. Selon Isabelle, les récits des urgences étaient tout simplement trop sordides pour leur palais raffiné. Elle a explicitement tapé que le métier d'infirmière semblait incroyablement fatigant et portait une odeur lourde et peu attrayante de crise humaine. Elle a suggéré qu'il serait préférable que je me contente d'apparaître, d'offrir un sourire poli et de rester assise en silence. Sa directive fut étroitement suivie de mon exclusion officielle du cortège nuptial. Isabelle avait sélectionné 12 demoiselles d'honneur. C'était une collection triée sur le volet de jeunes femmes qui ressemblait plus à une équipe de marketing synchronisée qu'à des amis. Quand ma mère a faiblement demandé pourquoi sa fille aînée ne se tenait pas à l'hôtel, Isabelle n'a même pas scié. Elle a habilement prétendu que c'était une question de synergie esthétique. Ma couleur énergétique, a-t-elle déclaré avec un sérieux absolu, était trop dense et enracinée. Elle ne correspondait pas à la vision éthérée et en apesanteur qu'elle avait conceptualisée pour ses photos de mariage. C'était une excuse d'une absurdité à couper le souffle, et pourtant parfaitement en accord avec sa philosophie. Dans l'univers d'Isabelle,
les êtres humains n'étaient que des accessoires à arranger ou à jeter en fonction de la façon dont ils accrochaient la lumière de l'après-midi. J'ai accepté ces affronts avec l'apathie exercée que j'avais affinée au cours de la dernière décennie. J'avais cessé d'espérer être incluse depuis longtemps. Cependant, la véritable profondeur de son calcul ne m'a été révélée que 3 semaines avant la cérémonie. Ma mère m'avait supplié de passer à la résidence des Villeneuve pour l'aider à emballer quelques cadeaux de mariage anticipés. J'étais seul dans le vaste bureau lambrissé d'acajou de Gérard, fouillant les tiroirs de son bureau à la recherche d'un rouleau de ruban adhésif. Je n'avais pas l'intention de fouiller, mais là, posé carrément au centre de son sous-main en cuir, se trouvait un épais portfolio relié par un professionnel. La couverture en papier cartonné lourd portait un titre en relief argenté, les profils biographiques et médiatiques de Villeneuve-Rochefort. La curiosité, aiguisée par des années à supporter leur superficialité, a pris le dessus. J'ai ouvert l'épais dossier. C'était un dossier exhaustif de relations publiques conçu pour fusionner de manière transparente les deux marques familiales pour les pages mondaines et les investisseurs potentiels. J'ai passé le prétendu historique philanthropique exagéré de Gérard et je me suis arrêté à la biographie personnelle d'Isabelle. Je m'attendais à lire des choses sur son diplôme en communication ou sur sa brève tentative ratée de lancement d'une ligne de bougies de luxe. Au lieu de cela, le premier paragraphe m'a frappé avec la force physique d'un coup de poing dans la poitrine. Isabelle se décrivait à la famille de Rochefort comme une femme ayant grandi profondément immergée dans les réalités des soins de santé, animée par un profond esprit de service communautaire. Mes yeux ont balayé le texte au formatage impeccable, mon pouce accélérant sous l'effet d'une rage glaciale soudaine. Elle écrivait sur la noblesse silencieuse de tenir une main dans les heures les plus sombres de la nuit. Elle écrivait sur la résilience requise pour faire face à la souffrance humaine et trouver encore la capacité d'empathie. Puis, je l'ai vu. Ce n'était pas seulement un vol thématique. C'était un plagiat pur et simple. Assise là, au milieu de sa biographie, se trouvait une phrase que je connaissais intimement, les murs stériles d'un service ne sont pas que des limites, ils sont la toile où se peignent les espoirs humains les plus désespérés. J'avais écrit cette phrase exacte il y a 10 ans. C'était l'énoncé de thèse de la dissertation que j'avais soumise pour obtenir la bourse d'études d'infirmière Marcel Rousseau, la subvention même qui m'avait permis de payer mes frais de scolarité. J'avais écrit ces mots à 2 heures du matin, assise à une table de cuisine cabossée, les mains tremblantes d'épuisement après une garde de 16 heures à changer des draps souillés. Isabelle, une femme qui avait un jour exigé une compresse froide et une journée entière de repos au lit parce qu'elle avait vu une seule goutte de sang due à une coupure de papier, avait volé ma vie. Elle avait méticuleusement récolté mes épreuves, mes gardes de nuit éreintantes et mes souvenirs authentiques les plus douloureux. Elle avait pris le gravier et la crasse de ma réalité, l'avait aseptisée à travers un filtre de relations publiques, et la portait comme un accessoire de créateur pour impressionner sa future belle famille. Elle emballait ma lutte pour s'acheter une place dans une famille qui exigeait une profondeur qu'elle ne possédait tout simplement pas. Le bruit de la lourde porte du bureau s'ouvrant m'a sorti de mon état de choc. J'ai rapidement refermé le dossier juste au moment où Gérard de Villeneuve entrait dans la pièce. Habituellement, Gérard traitait ma présence dans sa maison avec le même agacement léger qu'on réserve à un courant d'air persistant venant d'une fenêtre mal scellée. Mais aujourd'hui, il vibrait littéralement d'une énergie nerveuse et joviale. Il n'a pas demandé ce que je faisais derrière son bureau. Au lieu de cela, il s'est immédiatement versé une généreuse dose de scotch, le liquide ambré éclaboussant le verre en cristal. Il s'est appuyé contre les étagères et m'a offert un large sourire de prédateur. Il a commencé à parler à un rythme rapide, ignorant complètement mon silence. Il a évoqué Arnaud de Rochefort. Il a parlé d'Arnaud non pas comme d'un futur membre de la famille, mais comme du prix ultime. Le ton de Gérard était lourd d'un désespoir déguisé en confiance. Il a habilement fait dériver la conversation sur le projet de la marina de Port-Saint-Clair. Je le connaissais. C'était le développement immobilier le plus ambitieux de Gérard, un vaste projet de luxe en bord de mer qui perdait de l'argent depuis 18 mois. Gérard a pris une longue gorgée de son verre et a mentionné avec désinvolture que lui et Arnaud avaient un entretien privé prévu pour le lundi suivant immédiatement le mariage. Il s'est presque frotté les mains en parlant d'une injection de capital nécessaire, un prêt relais de plusieurs millions d'euros que l'entreprise Rochefort était idéalement positionnée pour fournir. Gérard a ri, un son creux et résonnant, et a déclaré qu'une fois les alliances échangées et le champagne versé, le projet de la marina serait enfin sauvé. En regardant le visage empourpré de Gérard et en me rappelant les mots volés dans le portfolio d'Isabelle, toute l'architecture de ce grand événement s'est révélée dans une lumière crue. Ce n'était pas du tout la célébration d'une romance.
C'était une fusion d'entreprises à haut risque dissimulée derrière des orchidées importées et un quatuor à cordes. La famille de Villeneuve était entièrement surendettée, noyée sous des dettes cachées sous des vêtements de créateurs et des voitures de luxe. Isabelle n'était pas simplement une mariée. C'était un actif que l'on échangeait. Elle était la garantie que Gérard offrait pour obtenir le renflouement financier d'Arnaud de Rochefort. Et pour s'assurer que l'actif paraisse parfaitement sans défaut, Isabelle avait volé mon âme pour étoffer son CV. Je me suis levé, j'ai trouvé le ruban adhésif et je suis sorti du bureau sans dire un seul mot à mon beau-père. Dans les semaines qui ont suivi, chaque fibre de mon être voulait décliner l'invitation. Je voulais prendre une garde supplémentaire aux urgences pour le week-end, m'envelopper dans la réalité chaotique maisonnette de l'hôpital, et laisser la famille de Villeneuve se noyer dans ses propres mensonges bien polis. Cela aurait été le choix facile. Cela aurait été le choix sûr. Mais à l'approche de la date, un autre type de résolution s'est durci en moi. Si je restais à l'écart, j'accorderais à Isabelle exactement ce qu'elle voulait, un récit propre et incontesté. Je me retirais dans l'ombre, lui permettant de porter mon histoire sans conséquence. J'ai réalisé que j'avais passé les 15 dernières années de ma vie à baisser la tête et à sortir des pièces pour les mettre à l'aise. J'avais ravalé les insultes, les exclusions et l'effacement pour maintenir une paix qui ne profitait qu'à eux. Alors, j'ai acheté une simple robe bleue. Je l'ai repassée méticuleusement. J'ai attaché mes cheveux en arrière. J'ai décidé d'assister à ce mariage. Je n'y suis pas allé pour célébrer Isabelle, ni pour honorer une famille qui ne m'avait jamais vraiment reconnu. J'y suis allé parce que je refusais de les laisser m'effacer complètement. J'y suis allé parce que je voulais entrer dans cette maison de verre agressivement belle, trouver ma place assignée près des portes de la cuisine et les regarder la tête haute. Pour la première fois de ma vie, j'allais me tenir au centre de leur illusion immaculée, et refuser d'être celle qui détournait le regard en premier. Les heures précédant l'événement principal se sont déroulées avec l'efficacité impitoyable d'une campagne militaire masquée par du tulle blanc. Le domaine de verre ne se contentait pas d'accueillir la matinée. Il la diffusait de manière agressive. Chaque mètre carré du lieu était poli jusqu'à l'éblouissement, fonctionnant exactement comme une publicité sur papier glacé pour un luxe inaccessible. Au-dessus, le faible bourdonnement mécanique des drones caméras vibrait dans l'air, calculant méticuleusement les angles aériens parfaits des pelouses bien entretenues. Un groupe de violonistes était assis près de la grande fontaine, leurs archets bougeant dans une perfection synchronisée alors qu'ils répétaient leurs arrangements classiques. Les tables étaient déjà dressées pour la réception du soir, accrochant la lumière avec des portes non manuscrits plaqués or qui pesaient lourd dans la paume, servant de rappel solide du prix d'entrée dans ce monde exclusif. Au centre de cette machinerie tourbillonnante se trouvait Isabelle. Elle se déplaçait dans la suite nuptiale et les couloirs adjacents, non pas avec l'aura rayonnante d'une femme sur le point de jurer sa dévotion éternelle, mais avec l'énergie frénétique et cinglante d'un metteur en scène dont la carrière dépendait de la soirée de première. Elle aboyait des ordres stricts à l'équipe florale concernant le placement exact des fleurs blanches importées, exigeant qu'elles soient inclinées pour cacher tout fil structurel. Elle contrôlait chaque image de la photographie des coulisses. Elle dictait exactement qui était autorisé à se tenir près d'elle, ajustant ses amis par les épaules comme si elles étaient des mannequins inanimés, s'assurant que la palette de couleurs de leur robe accentuait parfaitement sa propre vision esthétique. La pression de son perfectionnisme implacable a inévitablement fait sa première victime un peu plus d'une heure avant que les invités ne soient censés prendre place. Je me tenais près d'un couloir secondaire, essayant de rester hors de la zone de déflagration, quand j'ai remarqué l'une des demoiselles d'honneur. C'était une jeune femme couverte d'un maquillage coûteux, mais sous l'épais fond de teint, sa peau possédait une pâleur translucide distincte. Elle vacillait subtilement sur ses talons de 10 cm. Ses yeux étaient grands ouverts et flous, balayant la pièce lumineuse alors que sa respiration devenait superficielle et rapide. J'ai reconnu les signes physiologiques d'avertissement instantanément. C'était une hypoglycémie aiguë, résultat probable d'un régime de jeûne épuisant dicté par le code vestimentaire strict qu'Isabelle avait imposé. Avant que le photographe engagé ne puisse prendre un autre cliché sur le vif, les genoux de la jeune femme se sont dérobés. J'ai traversé le sol en marbre en 3 grandes enjambées rapides, la rattrapant fermement par le haut du bras juste avant qu'elle ne heurte une table d'appoint en verre. Je n'ai pas haussé la voix ni causé de tumulte public. J'ai simplement serré fermement ma main autour de sa taille, soutenu son poids qui chutait, et les guidé en douceur hors de la suite principale chaotique jusque dans un vestiaire calme et faiblement éclairé au bout du couloir. Je l'ai doucement assise sur un banc en velours rembourré. Ses mains étaient moites et tremblaient violemment.
J'ai immédiatement repéré un serveur du traiteur passant par la porte ouverte et je lui ai discrètement ordonné d'apporter un verre de jus d'orange avec 3 sachets de sucre en poudre mélangé, ainsi qu'une serviette humide. En exactement 4 minutes, elle a forcé à prendre de petites gorgées lentes et délibérées de la boisson riche en glucose, le tremblement dangereux de ses mains s'est calmé. La couleur est lentement revenue sur ses joues. Je lui ai dit de garder la tête baissée entre ses genoux et de prendre des respirations profondes et mesurées. Je suis sorti du vestiaire pour lui laisser un moment d'intimité, pour trouver Isabelle debout dans le couloir. Son visage n'était pas marqué par l'inquiétude pour sa soi-disant meilleure amie. Il était tordu en un masque d'irritation pure et absolue. Elle n'a pas demandé si la fille respirait correctement. Elle n'a pas offert un seul mot de gratitude pour mon intervention clinique rapide. Au lieu de cela, Isabelle s'est approchée de moi, ses yeux balayant nerveusement le hall principal pour s'assurer qu'aucune caméra ne pointait dans notre direction. Elle s'est penchée et a chuchoté avec une clarté venimeuse, m'ordonnant de m'assurer que personne ne voit cette scène hideuse. Elle a sifflé qu'une demoiselle d'honneur évanouie ruinerait complètement le récit de la vidéo de préparation matinale. Je l'ai simplement regardée, la froideur absolue de ses priorités solidifiant tout ce que je savais déjà sur son caractère. Je lui ai tourné le dos sans un mot et je suis rentré vérifier l'état de ma patiente. Quand j'ai finalement émergé dans les grands espaces de rassemblement, les graves fissures dans la façade immaculée devenaient visibles partout, à condition de savoir exactement comment les chercher. J'ai aperçu Arnaud de Rochefort près de la bibliothèque privée adjacente à la serre. Le patriarche de l'Empire Rochefort faisait un travail admirable pour maintenir son attitude stoïque et imposante. Il se tenait droit lorsqu'on l'approchait, offrant des hochements de tête ferme aux premiers arrivés, mais la fatigue physique s'accrochait à lui comme un lourd manteau mouillé. Les lignes autour de sa bouche étaient creusées par l'épuisement, et le léger tremblement persistant de sa main gauche était quelque chose qu'il essayait activement de cacher en la gardant fermement enfoncée dans la poche de son pantalon sur mesure. Il ressemblait à un homme puisant dans les toutes dernières réserves de sa batterie biologique. Son fils, le marié, s'en sortait différemment, mais pas mieux. Nicolas ne rayonnait pas de bonheur prénuptial. Il était recroquevillé dans une alcôve isolée près des quartiers des garçons d'honneur, engagé dans un échange profondément tendu et feutré avec Valérie Chastenay. J'ai reconnu Valérie pour l'avoir vue dans les magazines financiers. Elle était la conseillère juridique principale de la famille Rochefort, notoirement impitoyable. Elle serrait un épais classeur en cuir contre sa poitrine. Nicolas a passé une main dans ses cheveux parfaitement coiffés. Sa mâchoire était tellement serrée que le muscle sautait visiblement sous sa peau. Il ne discutait pas de vœux romantiques ni d'itinéraire de lune de miel. La nature tranchante et saccadée de leur langage corporel hurlait littéralement l'existence de clauses financières de dernière minute et de documents contraignants de protection des actifs qui nécessitaient des signatures immédiates dès la conclusion de la cérémonie. L'anxiété étouffante n'était pas limitée aux côtés du marié. En passant devant la zone de préparation du traiteur, j'ai aperçu ma mère et Gérard. Ils se tenaient défensivement derrière un imposant présentoir de flûte à champagne en cristal. Gérard transpirait à grosses gouttes, l'humidité brillant sur son front malgré l'environnement agressivement climatisé. Il avait coincé ma mère par les épaules. Sa voix n'était qu'un murmure grave et frénétique. Je me suis arrêté, complètement dissimulé par une arche florale massive, et je l'ai entendu dire explicitement à Thérèse qu'elle devait juste continuer à sourire et traverser cette journée. Il a chuchoté avec ferveur que tant qu'il survivait à cet unique événement, tout irait enfin bien concernant le projet de la marina. Son désespoir financier était palpable, irradiant de lui comme la chaleur d'un moteur poussé dangereusement au-delà de ses limites. La dernière pièce accablante du puzzle de la matinée s'est mise en place 15 minutes à peine avant le début des événements d'avant-cérémonie. Je m'étais retiré sur un balcon tranquille surplombant les jardins bien entretenus. Directement en dessous de moi, partiellement caché par un pilier architectural en pierre, Isabelle se faisait ajuster son voile complexe par sa demoiselle d'honneur principale. Elle croyait clairement être complètement seule. Son ami a donné un petit coup de coude complice à Isabelle, chuchotant quelque chose sur la chance incroyable qu'elle avait de mettre le grappin sur un héritier Rochefort. Isabelle a laissé échapper un petit rire sans joie qui ne contenait absolument aucune romance, ne possédant qu'une ambition froide et calculée. Elle a regardé son reflet dans un miroir poudrier en argent, l'a refermé d'un claquement sec, et a dit à son ami avec une sincérité glaçante que l'amour était un joli bonus. Mais une fois ces documents légaux signés, sa vie commencerait vraiment. Elle n'épousait pas un être humain. Elle exécutait une OPA hostile sur une nouvelle classe socio-économique.
Le tintement aigu d'une cuillère en argent contre un verre en cristal a résonné à travers le vaste domaine, tranchant net dans mes pensées galopantes. La voix de l'organisatrice de mariage a plané sur le système audio réparti, invitant chaleureusement les familles immédiates et quelques invités arrivés tôt à se rassembler dans la serre centrale pour le traditionnel toast d'avant-cérémonie. Je suis retourné dans la pièce principale d'une beauté suffocante. Le quatuor à cordes s'étut gracieusement. Alors que les invités murmuraient et prenaient place en tenant leur champagne millésimé hors de prix, j'ai regardé Isabelle monter sur la petite estrade. Elle a pris le microphone des mains de l'organisatrice. Ses yeux ont immédiatement commencé l'embalayage prédateur de la salle que j'avais anticipé. L'oxygène dans la pièce m'a soudainement paru incroyablement rare. Je me tenais parfaitement immobile près de l'entrée arrière. J'ai vu son regard passer au-delà de ses amis riches, au-delà du marié nerveux, et au-delà de son père en sueur et désespéré. Je savais exactement ce qu'elle faisait. Elle était une reine nouvellement couronnée tentant de consolider son trône, et pour bien démontrer l'élévation de sa classe sociale à la puissante famille Rochefort, il lui fallait un contraste frappant. Il lui fallait quelqu'un sur qui marcher. Alors que ses yeux se verrouillaient impeccablement sur les miens à travers l'océan de costumes de créateurs, une réalisation glaçante m'a envahi. Elle cherchait activement une victime parfaite pour affirmer sa domination, et elle venait d'en trouver une. Le tintement cristallin et net d'un couteau en argent tapant à plusieurs reprises contre une flûte à champagne a pris le commandement de l'immense maison de verre. Le bourdonnement ambiant de la conversation privilégiée et aux enjeux s'est éteint instantanément, remplacé par un silence concentré. Tous les yeux ont pivoté vers le centre du vaste espace où se tenait ma demi-sœur. Elle tenait le microphone argenté avec l'aisance pratiquée et confortable d'une politicienne aguerrie s'avançant vers un podium. « Merci à tous d'être ici », a commencé Isabelle. Sa voix a parfaitement résonné sur les murs transparents, un ronronnement mélodique, soigneusement modulé, qui sonnait l'opulence. Aujourd'hui, il s'agit de bien plus que de deux personnes tombant amoureuses. Il s'agit de la fusion de deux familles incroyables. Des familles qui ont bâti des héritages et des familles qui ont entièrement façonné la femme qui se tient devant vous aujourd'hui. Elle a fait un geste ample de sa main libre. Pendant les 8 minutes suivantes, elle a orchestré une brillante masterclass en relations publiques. Elle a chaleureusement invité Gérard à s'avancer, louant son leadership visionnaire et son éthique de travail inlassable, validant soigneusement le récit de pouvoir qu'il avait désespérément besoin de vendre aux côtés du marié. Ensuite, elle a appelé ma mère, dépeignant Thérèse comme le pilier ultime et désintéressé de la grâce domestique. Elle a même convoqué quelques cousins lointains et fortunés, tissant la tapisserie parfaite d'un clan profondément uni, aimant et couronné de succès. Debout silencieusement près des portes battantes d'accès à la cuisine, j'ai senti une sensation dangereuse et étrangère s'insinuer dans ma poitrine. C'était une faible lueur de soulagement. Peut-être, pensais-je, avais-je mal interprété son regard prédateur de tout à l'heure. Peut-être que l'ampleur et l'importance de l'événement signifiaient que j'étais bien trop insignifiante pour justifier une attaque publique ciblée. J'ai relâché mes épaules tendues d'une fraction de centimètre. J'étais parfaitement contente de rester une ombre à l'arrière-plan. Cet espoir était une erreur de calcul monumentale. Mais la famille, a poursuivi Isabelle, son ton changeant de registre, descendant d'un demi-octave vers quelque chose dégoulinant d'une intimité sucrée et préfabriquée, c'est aussi les gens qui nous ancrent. Les gens qui nous rappellent humblement d'où nous venons. La foule s'est écartée avec fluidité alors qu'elle descendait de la petite estrade. Elle a glissé sur le sol en marbre poli. Elle se dirigeait droit vers les portes de service. Elle se dirigeait droit vers moi. Le parfum lourd et suffocant de ses fleurs sur mesure m'a frappé 3 secondes avant elle. Elle a tendu le bras et a passé son bras gauche autour de mes épaules. C'était une prise ferme et verrouillée, parfaitement déguisée en étreinte fraternelle. Elle a légèrement tourné mon corps pour que je sois forcé de faire face au centre de la pièce, directement illuminé par l'immense lustre en cristal au-dessus. J'étais soudainement et violemment exposé à plus de 200 paires d'yeux scrutateurs. Je veux vous présenter à tous quelqu'un de très spécial, a annoncé Isabelle. Elle a regardé directement le patriarche des Rochefort et son redoutable cercle intime assis à la table d'honneur. Son sourire s'est élargi, exposant une rangée de dents d'une blancheur aveuglante. C'est ma demi-sœur, Élise. Elle a fait une pause. C'était un silence hautement théâtral, minuté à la perfection pour s'assurer qu'un silence absolu flotte dans l'air. Elle n'est qu'une simple infirmière. Ces quelques mots ont chuté dans l'acoustique parfaite de la maison de verre comme de lourds poids de plomb. Ils étaient lourdement armés.
Ils étaient conçus pour balayer ma décennie d'études médicales exténuantes, mes certifications spécialisées en traumatologie, et les innombrables heures sanglantes que j'avais passées à maintenir des êtres humains attachés à cette terre. Pour les gens dans cette pièce, dont la valeur nette se calculait en dizaines de millions, ma profession était tout à fait subalterne. J'étais une personne qui allait chercher des couvertures chaudes et nettoyer des fluides biologiques. Je n'étais pas un actif. J'étais une charge d'exploitation. Il y eut une fraction de seconde d'immobilité absolue. Puis les réactions ont ondulé à travers la foule. Des tables les plus proches de nous, quelques amis ont laissé échapper de petits rires étouffés. Plusieurs investisseurs en capital risque près du bar ouvert ont gloussé poliment, supposant qu'il s'agissait d'une plaisanterie familiale inoffensive et autodérisoire sur la classe ouvrière. J'ai vu des lèvres parfaitement maquillées se retrousser en rictus condescendant. C'était un accord collectif partagé sur mon infériorité sociale. Une chaleur soudaine et fulgurante s'est enflammée à la base de ma nuque. Elle a rampé rapidement le long de ma mâchoire, une dure réponse physiologique à une exécution publique. L'humiliation était savamment conçue pour me faire rétrécir, pour me faire baisser les yeux, pour me faire bégayer une retraite maladroite et pleine d'excuses vers la cuisine. C'était l'apogée absolue de sa campagne pour affirmer sa domination devant son nouveau et puissant public. J'ai absolument refusé de lui donner cette satisfaction. J'ai verrouillé mes genoux pour empêcher tout tremblement visible. J'ai gardé le menton parfaitement droit. Je n'ai pas lancé de regard noir et je n'ai pas tressailli. Au lieu de cela, j'ai courbé mes lèvres en un sourire serein au regard vide. J'ai soutenu le regard de cet océan de visages riches et amusés avec le calme absolu et inébranlable d'une femme qui voyait régulièrement des corps humains lâcher prise, et qui comprenait exactement à quel point tout ce pouvoir préfabriqué était fragile. J'ai laissé sa main reposer sur mon épaule comme un poids mort et inutile. Je ne lui donnerai pas la victoire visuelle de mon embarras. Du coin de l'œil, j'ai vu ma mère baisser rapidement les yeux vers ses genoux, son visage virant au cramoisi. Elle a choisi le sol plutôt que de défendre sa fille. Mais c'est alors que l'atmosphère de la pièce s'est violemment fracturée. Mon regard a glissé au-delà des invités hilars pour se poser carrément sur Arnaud de Rochefort. Il était assis dans un fauteuil en velours à haut dossier à la table d'honneur. Quelques instants auparavant, il était en train de porter une flûte en cristal de champagne millésimée à ses lèvres pour honorer le toast. Il ne bougeait plus. Sa main s'était figée en plein air. Le verre planait à peine 5 centimètres de sa bouche. Le sourire poli et patriarcal qu'il arborait depuis le matin avait complètement disparu. La réaction d'Arnaud de Rochefort ne fut pas un changement subtil. Ce fut une secousse physique. Les jointures de ses doigts tenant la tige délicate sont devenues d'un blanc cru. Sa respiration, qui avait été superficielle et laborieuse toute la matinée, s'est soudainement bloquée. Il m'a dévisagé à travers les 15 mètres de sol poli qui nous séparaient. Il a regardé au-delà des opulents arrangements floraux importés, au-delà des robes de créateur, et au-delà de sa future belle-fille rayonnante. Il m'a regardé directement avec l'intensité brute d'un homme voyant un fantôme se manifester en plein jour. Le masque poli et contrôlé du patriarche milliardaire a complètement volé en éclats. Ses yeux se sont écarquillés, reflétant une tempête violente et soudaine de souvenirs. Il a lentement baissé son verre en cristal. Il a complètement raté le sous-verre prévu à cet effet, laissant la lourde base teintée sèchement contre le bois nu de la table. Une seule goutte de champagne a débordé du bord, mais il ne l'a pas remarqué. Il s'est légèrement penché vers sa gauche, réduisant la distance entre lui et son fils. Nicolas forçait un sourire crispé et inconfortable à la plaisanterie cruelle d'Isabelle, mais le mouvement soudain et rigide de son père l'a fait se tourner immédiatement. Arnaud n'a pas regardé Nicolas. Il a gardé ses yeux sombres fixés sur mon visage comme un laser. Quand il a parlé, sa voix était un murmure grave et urgent qui a tranché net à travers les murmures polis de la foule. Quel est son nom? Nicolas a cligné des yeux, clairement décontenancé par l'intensité sévère de la question. Il s'est penché plus près de son père. C'est la demi-sœur d'Isabelle. A répondu doucement Nicolas. Élise. Élise Rousseau. A répété Arnaud. Il n'a pas prononcé mon nom comme une salutation polie. Il l'a dit comme un homme tirant un souvenir réprimé et hautement traumatisant d'une chambre forte verrouillée. Il a goûté les syllabes, les faisant rouler sur sa langue comme pour confirmer désespérément leur réalité. Le quatuor à cordes, positionné près de la grande entrée, a reçu un signal manuel frénétique de l'organisatrice de mariage pour entamer la musique de transition majestueuse.
Le premier violon a levé son archet, prêt à noyer le silence gênant. Juste avant que les lourdes notes d'un concerto classique ne s'amplifient pour remplir l'immense pièce, Arnaud de Rochefort s'est lentement repoussé de sa chaise. Il a appuyé ses mains tremblantes à plat contre la table. Sa poitrine s'est soulevée une fois. Il a parlé à voix haute. Il n'a pas crié, mais sa voix portait une gravité brute et non polie qui défiait complètement l'élégance stérile de la pièce. C'était assez fort pour que le marié, les avocats d'affaires, les parents de Villeneuve et plusieurs invités à proximité l'entendent avec une clarté cristalline. Impossible, a murmuré Arnaud. Ses yeux restaient verrouillés sur les miens, grands ouverts et brillants d'une certitude absolue et terrifiante. Je l'ai rencontré lors d'une des pires nuits de ma vie. La musique a enflé, noyant les murmures de la foule. Les invités ont commencé à se diriger vers la zone des sièges principaux pour la cérémonie. J'ai reculé, ayant l'intention de me fondre complètement dans les tentures près de la sortie. J'avais enduré la flagellation publique. Mon obligation était remplie. Avant que je ne puisse atteindre la poignée en laiton de la porte latérale, un pas lourd et mesuré m'a arrêté. Je me suis retourné pour trouver Arnaud de Rochefort à moins d'1 mètre de moi. De près, la détérioration de sa santé était encore plus prononcée. La peau autour de ses yeux était fine comme du papier, parcourue de délicates veines violettes. Pourtant, le regard ancrant ses yeux était d'une netteté terrifiante. Il ne possédait pas la confusion floue et polie d'un homme âgé dépassé par un rassemblement social. Il ressemblait à un prédateur tentant d'identifier une odeur spécifique dans le vent. Il n'a pas offert de salutation polie. Il a complètement ignoré les civilités sociales. « Où exercez-vous » a-t-il demandé. Sa voix dépassait à peine le murmure, mais elle portait un poids autoritaire qui exigeait une réponse immédiate. J'ai gardé une posture complètement neutre. Je suis infirmière aux urgences de l'Institut de traumatologie de la Riviera. Le nom de l'hôpital l'a frappé comme un coup physique. Les faibles couleurs qui restaient sur ses joues se sont entièrement drainées. Il a pris une inspiration lente et instable, s'appuyant lourdement sur une canne à bout argenté que je ne l'avais pas vu tenir plus tôt. Il m'a dévisagé, ses yeux balayant frénétiquement les traits de mon visage, cartographiant les contours de ma mâchoire, la forme de mes sourcils, comme s'il essayait de superposer mon visage sur une image floue et terrifiante enfermée au fond de son esprit. L'Institut de la Riviera, a-t-il répété doucement. Il y a 2 ans, la 2e semaine de janvier, le réseau électrique côtier s'est effondré. J'ai senti un creux soudain et vif dans mon estomac. Le souvenir de cette semaine-là était brûlé de façon permanente dans mes voies neuronales. Ce fut la pire tempête de verglas que la région ait connue depuis un siècle. Nous avions opéré en mode crise pendant 72 heures d'affilée. Arnaud a fait un demi-pas de plus. Son regard n'évaluait plus une invitée de mariage. Il regardait un fantôme. J'y ai été transféré depuis une clinique privée quand mon cœur a commencé à lâcher, a-t-il murmuré, la voix serrée par une émotion contenue. Le courant principal était coupé. Nous tournions sur les générateurs de secours, mais ils lâchaient aussi. Il faisait noir comme dans un four dans les services principaux. Les alarmes hurlaient. Ils m'ont laissé sur un brancard dans un couloir plein de courants d'air parce qu'il n'y avait plus de lit. Je n'ai pas hoché la tête. Je n'ai pas bougé, mais les détails cliniques de cette nuit me sont revenus avec une clarté violente. Je me souvenais du patient VIP poussé dans le couloir C. Un homme d'un certain âge souffrant d'un infarctus aigu du myocarde compliqué par une arythmie sévère. Vous portiez une blouse bleue, a déclaré Arnaud. Ce n'était pas une question. C'était une déclaration de fait tirée du coin le plus sombre de sa conscience. Votre manche droite était tachée du sang de quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas quitté mon côté pendant 4 heures. J'ai maintenu mon silence. Le laissant reconstituer le puzzle fracturé. Un interne est passé, a continué Arnaud, sa respiration devenant légèrement plus rapide alors que l'adrénaline du souvenir inondait son système. Il était épuisé, à peine réveillé. Il a ordonné une injection de médicaments. Je me souviens que vous avez physiquement bloqué sa main. Vous lui avez dit que le médicament interagirait avec mes bêta-bloquants existants et déclencherait un arrêt fatal. Vous vous êtes disputé avec lui dans le noir jusqu'à ce qu'il vérifie à nouveau mon dossier. Vous avez forcé toute l'équipe de garde à revoir le protocole. Vous m'avez sauvé la vie. Je me souvenais de l'interne. Je me souvenais de la terreur pure de l'insubordination luttant contre ma certitude absolue de la pharmacologie. J'avais tenu bon pendant que le couloir plongeait dans l'obscurité,
éclairé seulement par les lumières d'urgence rouges et clignotantes. J'avais tenu une main froide et moite jusqu'à ce que le patient se stabilise. Les yeux d'Arnaud se sont soudainement détournés de moi. Il a regardé à travers la vaste étendue de la maison de verre, son regard se posant directement sur Isabelle. Elle posait pour une dernière série de photos, riant aux éclats, sa robe sur mesure accrochant la lumière artificielle. Un froncement de sourcils profond et calculateur a creusé le front d'Arnaud. Les pièces du souvenir s'emboîtaient avec une précision brutale. Il y avait quelqu'un d'autre là-bas, a chuchoté Arnaud, parlant plus pour lui-même que pour moi. Une fille ? Une jeune femme dans une robe hors de prix. Elle se tenait au bout du couloir et hurlait sur un administrateur de l'hôpital. Elle était absolument furieuse parce que la panne d'électricité avait ruiné l'éclairage d'une séance photo de charité qu'elle était censée faire dans l'aile pédiatrique. Mon cœur s'est mis à marteler mes côtes, un rythme erratique faisant écho à la tension soudaine dans l'air. L'événement de charité. Isabelle s'était inscrite à une collecte de fonds pour l'hôpital uniquement pour l'exposition sur les réseaux sociaux. Quand la tempête de verglas a frappé et que le courant a été coupé, elle était restée bloquée dans le hall, piquant une crise monumentale au sujet de son emploi du temps gâché, pendant que des gens mouraient activement dans les étages au-dessus d'elle. Arnaud m'a regardé à nouveau, la réalisation terrifiante se solidifiant dans ses yeux sombres. Il a reconnu l'ironie profonde et écœurante de la situation. La femme que son fils s'apprêtait à épouser était l'enfant gâté qui se plaignait de l'éclairage pendant un événement faisant de multiples victimes. La femme humiliée publiquement comme une employée subalterne était la professionnelle de la santé qui avait maintenu son cœur battant. Il n'a pas fait de scène. Un homme de sa trempe ne fait pas exploser une bombe sans s'être d'abord assuré que le rayon de l'explosion est parfaitement contrôlé. Il avait besoin d'une preuve absolue et indéniable avant de réduire la famille de Villeneuve en pièces. Arnaud a levé la main et a fait un geste subtil et sec. De l'autre côté de la pièce, Valérie Chastenay, la conseillère juridique principale, a immédiatement abandonné sa conversation et s'est déplacée rapidement à ses côtés. Arnaud s'est penché près de son oreille. Je me tenais juste assez près pour capter la cadence frénétique et étouffée de ses ordres par-dessus la musique grandissante du quatuor à cordes. Appelle le conseil philanthropique de la Riviera, a ordonné Arnaud à Valérie, son ton complètement dépouillé de toute chaleur de mariage. La Fondation Rochefort a sponsorisé leur nouvelle aile chirurgicale. J'ai besoin des photos de presse des archives de la nuit de la tempête de verglas d'il y a 2 ans. Plus précisément, les images de l'événement de charité annulé dans le hall. Ne souffle pas un mot de ça. Je veux que ces images soient téléchargées et envoyées sur ta tablette cryptée immédiatement. L'expression de Valérie est restée entièrement neutre. La professionnelle par excellence. Elle a simplement fait un bref signe de tête, tapoté son oreillette et a franchi la porte latérale la plus proche pour se rendre dans les jardins afin de passer l'appel. Arnaud s'est retourné vers moi. Il n'a pas dit merci. Le moment était bien trop lourd, bien trop volatile pour une simple gratitude. Il m'a adressé un seul hochement de tête lent, la reconnaissance silencieuse d'une dette qui était sur le point d'être agressivement remboursée. Puis il s'est retourné et a commencé à se diriger lentement et délibérément vers le premier rang des sièges de la cérémonie. Les lourdes portes en chêne à l'autre bout de la maison de verre ont commencé à s'ouvrir. L'organisatrice a fait signe aux invités de prendre leur place définitive. Le grand spectacle commençait officiellement. J'en avais vu assez. Les rouages d'une machine massive venaient d'être mis en mouvement, et je n'avais absolument aucune envie d'être prise dans ses dents mécaniques lorsqu'elle réduirait en miettes le monde soigneusement construit d'Isabelle. Je me suis tourné vers la sortie, ma main saisissant enfin le métal froid de la poignée de porte. J'étais prête à sortir dans l'air humide de la côte, à monter dans ma berline rouillée, et à retourner à ma vie calme et honnête. Au moment où j'ai appuyé mon poids contre la porte pour l'ouvrir, une main s'est tendue et s'est refermée sur mon poignet. Je me suis figé. La poigne n'était pas violente, mais elle était désespérée. J'ai baissé les yeux. C'était ma mère. Thérèse se tenait à côté de moi, les jointures blanches alors qu'elle s'accrochait à mon bras. Au cours des 15 dernières années, elle n'était jamais physiquement intervenue une seule fois pour m'empêcher de m'éloigner après une insulte. Elle m'avait toujours laissé partir, préférant la sortie silencieuse de sa fille aînée au conflit bruyant qui consisterait à me défendre. Mais à cet instant, ses yeux étaient écarquillés et terrifiés. Elle avait observé tout l'échange silencieux entre Arnaud, Valérie et moi. Elle n'avait peut-être pas entendu les mots, mais elle possédait les instincts de survie innés d'une femme qui avait passé sa vie à naviguer dans les courants dangereux des hommes riches.
Elle pouvait sentir la chute soudaine et catastrophique de la pression atmosphérique. Elle savait qu'une tempête arrivait. Elle a regardé la porte et puis elle m'a regardé directement dans les yeux. Elle m'a pressé le poignet, sa main tremblant légèrement. C'était une supplique silencieuse et déchirante. C'était comme si elle savait que si je sortais de cette maison de vers maintenant, la vérité partirait avec moi, et elle serait piégée pour toujours dans un mensonge en décomposition. Pour la première fois de sa vie, elle me suppliait de rester et de tenir bon. Le lourd verre en cristal a glissé de ses doigts tremblants, se fracassant contre le sol avec un bruit aigu et violent qui a réduit au silence le voisinage immédiat. Il s'est affaissé, glissant contre le pilier en marbre jusqu'à heurter le sol. La panique a éclaté instantanément. Un chœur de halètement a parcouru les invités à proximité. Plusieurs des riches convives ont instinctivement reculé d'un pas, terrifiés par cette réalité soudaine et non scénarisée qui s'immisçait dans leur après-midi immaculé. J'ai immédiatement regardé vers le centre de la pièce pour voir la réaction de la mariée. Isabelle ne s'est pas précipitée vers son futur beau-père. Elle n'a pas hurlé pour demander un médecin. Au lieu de cela, sa tête a pivoté vers l'équipe des médias engagés. Elle a frénétiquement agité les mains en direction du vidéaste principal. Je pouvais clairement lire sur ses lèvres alors qu'elle sifflait l'ordre frénétique d'éloigner les caméras de ce coin. Sa préoccupation primordiale, pendant qu'un homme s'effondrait sur le sol, était de préserver l'intégrité esthétique de sa vidéo de mariage. Elle voulait cacher la réalité hideuse. Mes instincts des urgences ont pris le pas sur tous les protocoles sociaux et les dynamiques familiales de la pièce. J'ai dégagé mon poignet de l'emprise de ma mère. Je n'ai pas couru. Bouger trop vite ne ferait que déclencher plus de panique. Je me suis déplacé à grandes enjambées rapides et déterminées, fendant la foule paralysée de mondains et de capital risqueurs. Je suis tombé à genoux sur le sol dur juste à côté d'Arnaud. J'ai ignoré le verre brisé qui s'enfonçait dans le tissu de ma robe. J'ai immédiatement pressé mon index et mon majeur contre l'artère radiale de son poignet. Son pouls était filant et de façon alarmante rapide, compensant une chute soudaine et brutale de la tension artérielle. Quel médicament a-t-il pris ce matin? J'ai aboyé la question sèchement, sans lever les yeux. Nicolas de Rochefort s'est agenouillé de l'autre côté de son père, sa veste de costume sur mesure traînant dans le champagne renversé. Son visage était un masque de pure terreur. Le marié poli et calculateur avait disparu, remplacé par un fils effrayé qui n'avait absolument aucune idée de ce qu'il devait faire. Il prend un bêta-bloquant, a balbutié Nicolas, la voix fêlée, et un vasodilatateur. Il les a pris il y a environ 45 minutes. A-t-il mangé quelque chose de consistant aujourd'hui? J'ai exigé, les yeux fixés sur la poitrine d'Arnaud pour surveiller le rythme de sa respiration superficielle. Non, a répondu rapidement Nicolas. Il était trop nerveux. Il n'a pris qu'un café noir et ce verre d'alcool. Le tableau clinique était d'une clarté absolue. C'était une grave hypotension orthostatique déclenchée par des médicaments pris à jeûne, aggravée par les effets vasodilatateurs de l'alcool et la hausse de la température ambiante. Son cerveau était privé de sang oxygéné. Je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas offert de réassurance creuse. Je suis passé à l'exécution froide et précise de ma formation. J'ai pointé du doigt un responsable du traiteur terrifié qui se tenait à proximité. Vous, ai-je ordonné, ma voix portant clairement au-dessus des murmures naissants de la foule. Allez me chercher un verre de jus d'orange ou de soda normal. Il doit y avoir du vrai sucre. Pas de substituts allégés. Et apportez-moi une serviette trempée dans l'eau glacée. Bougez, tout de suite. Je me suis tourné et j'ai lancé un regard noir au mur pressant d'invités qui se penchaient pour observer le patriarche tomber à terre. Tout le monde doit reculer de 5 grands pas, ai-je ordonné, mon ton ne laissant absolument aucune place au débat. Il est en hypoxie et vous consommez l'oxygène dans son rayon immédiat. Reculez immédiatement. L'autorité dans ma voix les a frappés comme un mur physique. Les individus riches et puissants qui avaient gloussé à mes dépens 10 minutes plus tôt ont immédiatement reculé en se bousculant, dégageant un large périmètre. J'ai déboutonné les 2 boutons supérieurs de la chemise d'Arnaud et desserré son col. J'ai posé mes mains fermement sur ses épaules et je l'ai guidé pour qu'il s'allonge complètement à plat sur le sol plutôt que de le laisser affaisser à la verticale. J'ai rapidement attrapé un coussin décoratif en soie sur une chaise longue voisine et je l'ai glissé sous ses mollets, surélevant ses jambes pour forcer le sang accumulé dans ses membres inférieurs à remonter vers son cœur et son cerveau. Nicolas m'a regardé avec des yeux écarquillés, sans cligner. Il était témoin d'un contraste brutal et indéniable.
quelques instants auparavant, Isabelle m'avait publiquement réduite à une blague, résumant mon existence entière à rien qu'une simple infirmière. Maintenant, Nicolas regardait cette profession exacte prendre le contrôle absolu et incontesté de la vie la plus importante de son monde. Il a vu la rapidité de mon évaluation, l'absence totale d'hésitation et l'efficacité mécanique et précise qui maintenait actuellement son père rattaché à la conscience. Le responsable du traiteur est revenu en courant, me tendant la serviette froide et un verre de soda au gingembre. J'ai pressé le tissu glacé fermement contre la nuque d'Arnaud, stimulant son nerf vague. Moins de 60 secondes après avoir surélevé ses jambes et appliqué la compresse froide, la couleur gris cendré a commencé à se retirer de son visage, remplacé par un léger retour d'afflux sanguin d'une circulation normale. Ses paupières ont papillonné, et sa respiration s'est approfondie, passant de halètements superficiels à des inspirations régulières et rythmiques. J'ai soutenu l'arrière de sa tête et j'ai porté le verre à ses lèvres. Prenez une très petite gorgée, ai-je instruit doucement. Mouillez juste votre bouche pour commencer. Arnaud a avalé le liquide sucré. Il a pris une profonde inspiration frissonnante, ses yeux se sont complètement ouverts, le voile de la pré-syncope se dissipant. Il a levé les yeux, sa vision se concentrant directement sur mon visage planant à quelques centimètres au-dessus du sien. Il n'avait pas l'air confus. L'événement médical aigu semblait avoir cristallisé les souvenirs fragmentés avec lesquels il luttait plus tôt. Il a levé la main, et bien qu'encore faible, il a agrippé mon poignet avec une détermination surprenante, solide comme du roc. Il m'a regardé droit dans les yeux. Le bruit ambiant dans l'immense maison de verre était retombé à un silence de mort absolu. Des centaines de personnes observaient, retenant collectivement leur souffle. Arnaud a parlé, et sa voix, bien que rauque, était incroyablement claire et stable. Elle a parfaitement porté à travers la pièce silencieuse. « C'est vous » a-t-il déclaré fermement. « Vous êtes exactement la même femme. Vous êtes celle qui m'a gardé en vie cette nuit-là. » L'atmosphère de la pièce s'est instantanément figée. La température a semblé chuter de 10 degrés. Les invités de la haute société, qui avaient poliment ricané quand Isabelle avait essayé de m'humilier, étaient maintenant paralysés dans un silence stupéfait. La pure gravité de ces mots flottait dans l'air, une vérité indéniable qui brisait complètement le récit fragile qu'Isabelle avait mis des mois à construire. Au moment où le lourd silence s'est abattu sur la foule, un claquement sec de talons aiguilles a résonné sur le sol en marbre. La foule s'est écartée et Valérie Chastenay est entrée à grands pas dans l'espace dégagé. Elle tenait fermement une tablette numérique élégante dans sa main gauche. Son visage est resté un masque de stoïcisme juridique absolu, mais il y avait une lueur vive et dangereuse dans ses yeux. Elle s'est avancée à côté de Nicolas et a doucement tendu l'appareil vers le bas, à Arnaud. L'écran était brillamment éclairé, affichant une photo de presse archivée datant d'il y a 2 ans. L'image était chaotique, prise dans le hall faiblement éclairé de l'Institut de la Riviera lors de la panne de courant massive. Au premier plan de la photo, capturée en train de passer en courant devant l'objectif de la caméra, se trouvait une version beaucoup plus jeune de moi-même. Je portais une tenue d'hôpital réglementaire, mes cheveux étaient attachés en un chignon en bataille, et je portais une pile de fournitures médicales d'urgence. J'avais l'air épuisé, pas du tout glamour, mais intensément concentré sur la crise en cours. Mais c'était l'arrière-plan de l'image qui portait le coup de grâce final. Légèrement flou, debout près de la fontaine décorative intérieure, se trouvait Isabelle. Elle était vêtue d'une robe de soirée élaborée et chatoyante, destinée à un gala de charité qui n'avait jamais eu lieu. Son visage était déformé par un masque frappant de fureur et d'arrogance. La bouche grande ouverte, elle hurlait sur un employé administratif stressé alors que l'hôpital plongeait dans l'obscurité autour d'elle. Arnaud a fixé l'écran pendant un long et lourd moment. Puis il a levé les yeux, déplaçant son regard au-delà de moi pour le verrouiller directement sur Isabelle, qui se tenait figée au bord de la foule. La couleur s'est complètement retirée de son visage. La réalisation a frappé le puissant patriarche avec la force d'une enclume qui tombe. Isabelle ne s'était pas contentée de voler mes mots pour sa biographie. Elle n'avait pas seulement connu par hasard ma profession. Elle avait été physiquement présente la nuit même où j'avais sauvé sa vie. Elle avait été témoin de la réalité brutale et terrifiante du travail que je faisais. Elle savait exactement quel genre de sacrifice cela exigeait. Et pourtant, sachant tout cela, elle avait quand même choisi de se lever devant les 2 familles aujourd'hui et d'utiliser cette même profession comme une arme pour se moquer de moi et me dégrader. Arnaud de Rochefort a réalisé qu'il ne regardait pas une mariée naïve qui avait fait une mauvaise blague. Il regardait une femme capable d'une malice profonde et calculée.
La surface polie du mariage venait de se fissurer grand ouvert, révélant la pourriture absolue en dessous. Arnaud de Rochefort a refusé l'évacuation médicale immédiate que le directeur du domaine proposait frénétiquement. Au lieu de cela, il a agrippé le bord d'une table voisine, s'est redressé de toute sa hauteur, et a émis un seul ordre grave qui a stoppé net toute la machinerie chaotique du mariage. Il a exigé une pièce privée immédiatement. Il a pointé un doigt tremblant mais autoritaire vers 6 personnes spécifiques, nous ordonnant de le suivre. Moins de 3 minutes plus tard, les lourdes portes en chêne de la bibliothèque privée en acajou du domaine se sont refermées d'un clic, nous scellant à l'intérieur. Le silence lourd et oppressant de la pièce ressemblait à l'atmosphère d'une chambre d'exécution juste avant que le levier ne soit abaissé. Nous étions exactement 6 enfermés dans cet espace. Arnaud s'est assis lourdement dans un fauteuil club en cuir. Sa respiration était encore superficielle, mais ses yeux brûlaient d'une clarté absolue et impitoyable. Nicolas se tenait rigidement près de la cheminée éteinte, son visage pâle et indéchiffrable. Valérie Chastenay s'était positionnée à côté d'Arnaud, serrant son porte-documents en cuir comme une arme physique. De l'autre côté du tapis persan se tenait les Villeneuve. Gérard transpirait si abondamment que son col était trempé. Les mains manucurées d'Isabelle tremblaient de façon incontrôlable. Sa robe de mariée immaculée ressemblait soudainement à un costume ridicule. Ma mère se tenait légèrement derrière eux, ses yeux fermement fixés sur le parquet. Je suis resté près de la porte, le dos droit. Un témoin impartial de l'implosion que je savais inévitable depuis plus d'une décennie. Arnaud n'a pas haussé la voix. Il n'en avait pas besoin. Le râle silencieux de son ton dominait entièrement l'air. Il a regardé directement Nicolas, ignorant complètement les Villeneuve pour le moment. Il a raconté la nuit de la tempête de verglas avec une précision clinique et brutale. Il a décrit l'obscurité étouffante du couloir de l'hôpital, l'odeur d'ozone des générateurs défaillants et la sensation terrifiante de sentir le muscle de son propre cœur abandonné. Il a détaillé comment une jeune infirmière avec du sang sur sa blouse avait refusé d'abandonner son brancard. Il a expliqué le moment exact où l'interne épuisé avait tenté d'injecter un médicament contre-indiqué dans sa voie intraveineuse, et comment cette même infirmière avait physiquement placé sa main sur l'accès, risquant toute sa carrière pour empêcher l'erreur fatale. Elle s'est interposée entre moi et un arrêt cardiaque fatal, a déclaré Arnaud, sa voix dépourvue de toute chaleur sentimentale, présentant la chose entièrement comme un fait juridique incontestable. Elle est restée à mes côtés pendant 4 bonnes heures, pendant que le reste du service sombrait dans un chaos absolu. Nicolas a lentement tourné la tête pour me regarder. La confusion dans ses yeux cédait la place à une réalisation profonde et écœurante. Arnaud a ensuite tourné son regard perçant vers moi. Il m'a demandé de confirmer les événements. Je n'ai pas embelli l'histoire. Je n'ai pas essayé de me peindre en sauveuse ni de tirer parti du moment pour une justification dramatique. J'ai maintenu exactement le même détachement clinique que j'utilisais lors d'une transmission de patients à une équipe chirurgicale. J'étais assigné au triage du couloir, ai-je répondu d'un ton égal, ma voix plate et professionnelle. Le patient s'est présenté avec une angine instable et une tachycardie ventriculaire. L'interne de garde a ordonné une injection rapide d'un inhibiteur calcique. Compte tenu du dossier existant du patient, ce dosage spécifique aurait déclenché un choc cardiogénique immédiat. J'ai simplement vérifié la contre-indication et demandé une deuxième révision du protocole. C'était mon travail, rien de plus. En n'offrant absolument aucune émotion, aucune demande de gratitude et aucune envolée dramatique, mes mots ont frappé avec le poids d'une vérité absolue et irréfutable. Je n'avais pas besoin de prouver mon intégrité. Mon stoïcisme l'a prouvé pour moi. Arnaud a fait un bref signe de tête. Il a levé les yeux vers Valérie Chastenay. L'avocate s'est avancée, ses talons claquant sèchement contre le parquet. Elle a déverrouillé son porte-documents en cuir. Lors des vérifications d'antécédents de routine requises pour la rédaction des contrats de mariage, a commencé Valérie, son ton parfaitement conversationnel et entièrement mortel, nous avons examiné le matériel de relations publiques fourni par les représentants de la mariée. Plus précisément les récits décrivant son vaste travail philanthropique et sa profonde compréhension des crises sanitaires. Valérie a sorti une épaisse pile de papiers imprimés. Elle a tendu la première feuille directement à Nicolas. La biographie affirme qu'elle s'est assise avec un patient mourant pendant une panne de courant, apprenant le vrai sens de la résilience, a poursuivi Valérie. Elle décrit les murs stériles d'un service hospitalier agissant comme une toile pour l'espoir humain. C'est un texte incroyablement émouvant. Valérie a ensuite sorti un deuxième document à l'air plus ancien.
Ceci, a déclaré l'avocate, sa voix tombant presque à un murmure qui semblait pourtant plus fort qu'un cri, est une copie d'un essai de candidature pour une bourse d'études d'infirmière rédigée par Élise Rousseau il y a exactement 10 ans. À côté, se trouvent les transcriptions des emails qu'Élise a envoyés à sa mère, Thérèse, détaillant ses gardes épuisantes aux urgences. Le texte de la biographie officielle de mariage d'Isabelle est une copie directe, mot pour mot, du traumatisme vécu par Élise. Nicolas fixait le papier entre ses mains, la couleur s'étant complètement retirée de son visage. Il a levé les yeux vers Isabelle, ses yeux écarquillés par une sorte de trahison horrifiante. « Tu m'as raconté cette histoire à notre 3e rendez-vous » a murmuré Nicolas, la voix brisée. « Nous étions assis au bord de l'eau et tu as pleuré. Tu as physiquement pleuré quand tu m'as parlé de tenir la main de ce patient dans le noir. Tu m'as dit que ça avait fondamentalement changé ta vision de la souffrance humaine. » Isabelle a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. L'influenceuse polie et charismatique avait complètement disparu, laissant derrière elle un imposteur terrifié et acculé. « C'est bien pire que ça, Nicolas, a dit Valérie, refusant de laisser le silence s'installer. Elle a tourné son attention vers Gérard de Villeneuve, dont le visage avait pris une teinte cramoisie dangereuse et marbrée. Monsieur de Villeneuve a demandé un entretien privé avec Arnaud prévu exactement 48 heures après le dépôt du certificat de mariage, a déclaré Valérie en tirant un autre dossier de son classeur. Le but de cette réunion était de présenter une demande formelle d'injection de capital d'urgence. Le projet de la marina de Port-Saint-Clair fait actuellement face à une insolvabilité catastrophique. Sans un renflouement de plusieurs millions d'euros, la société de développement Villeneuve sera forcée de se déclarer en faillite avant la fin du trimestre fiscal. Gérard a fait un demi-pas en avant, levant les mains dans un geste frénétique et apaisant. « Arnaud, je vous en prie. Ce sont des affaires de famille courantes. Nous allions discuter de croissance mutuelle. La marina est une mine d'or. Elle a juste besoin d'un pré-relais pour franchir la ligne d'arrivée. » Arnaud n'a même pas scié. « J'étais tout à fait disposé à examiner l'investissement, a déclaré l'homme plus âgé, sa voix aussi froide que le zéro absolu. J'ai toujours cru au soutien des familles de mes enfants. Un investissement de cette taille était bien dans mes capacités, et il aurait garanti votre héritage pour les 20 prochaines années. » Arnaud a fait une pause, laissant l'ampleur de ce que Gérard venait de perdre peser lourdement dans la pièce. « Mais je ne négocie pas avec des escrocs, a conclu Arnaud, signant effectivement l'arrêt de mort de l'Empire Villeneuve en une seule phrase. Et je ne finance absolument pas l'extorsion. De plus, est intervenue Valérie, enfonçant le dernier clou fatal dans le cercueil. Les déclarations financières qu'Isabelle de Villeneuve a soumises pour le contrat de mariage étaient intentionnellement et criminellement frauduleuses. Elle a complètement omis les dettes liées à sa marque Lifestyle qui a fait faillite. Il y a actuellement une dette personnelle impayée de plus de 350 000 € cachée derrière un réseau de sociétés écrans. Selon la correspondance numérique que nous avons assignée à comparaître. Elle prévoyait explicitement de liquider des biens matrimoniaux conjoints pour effacer silencieusement cette dette au cours des 6 premiers mois du mariage. La pièce a tourbillonné dans un vortex écœurant de silence absolu. Chaque couche de l'illusion soigneusement construite des Villeneuve avait été chirurgicalement épluchée, ne laissant que la réalité hideuse et désespérée de leur cupidité. Nicolas a laissé l'essai d'imprimer tomber de ses mains. Il a dérivé vers le sol, atterrissant près du bout de sa chaussure en cuir poli. Il a lentement tourné tout son corps pour faire face à Isabelle. Il n'a pas crié. Il n'a rien jeté. La rage qui émanait de lui était une force tranquille et dévastatrice. Il regardait la femme qu'il était censé épouser dans moins d'une heure, la fixant comme si elle était une parfaite étrangère qui s'était introduite par effraction chez lui. Nicolas a fait un seul pas vers elle. L'air dans la pièce semblait entièrement vidé de son oxygène. « M'as-tu vraiment aimé ?» a demandé Nicolas, sa voix n'étant qu'un râle creux et étouffant qui résonnait contre les murs en acajou. « Ou as-tu juste aimé la porte de sortie que je représentais ?» À l'extérieur des lourdes portes en acajou de la bibliothèque, la voix étouffée et artificiellement enjouée de l'organisatrice de mariage a résonné dans le système de sonorisation du domaine. Elle informait poliment les 300 invités rassemblés que la cérémonie principale serait retardée d'environ 30 minutes en raison d'un pic de température inattendu à l'intérieur de la maison de verre. C'était un mensonge magnifique et élégant. Absolument toutes les personnes debout à l'intérieur de cette pièce insonorisée savaient parfaitement que la véritable catastrophe climatique n'était pas le soleil de l'après-midi. La vraie tempête était entièrement contenue entre ces 4 murs, et elle était actuellement en train de réduire en lambeaux l'héritage de la famille Villeneuve.
La question dévastatrice de Nicolas flottait dans l'air stagnant, exigeant une réponse qu'Isabelle ne pouvait absolument pas fabriquer. Confrontée à la destruction absolue de son avenir méticuleusement planifié, ma demi-sœur a fait ce que font toujours les prédateurs acculés. Elle a abandonné la défense et lancé une contre-attaque désespérée et venimeuse. La mariée terrifiée et larmoyante a disparu instantanément. La posture d'Isabelle s'est redressée avec rigidité. Ses yeux se sont rétrécis en fente sombre et haineuse alors qu'elle pointait violemment un doigt tremblant directement sur ma poitrine. Elle est complètement folle, a craché Isabelle, sa voix vibrant d'une énergie stridente et frénétique. Elle est obsédée par l'idée de me détruire depuis le jour où mon père les a installés dans notre maison. Elle est folle de jalousie vis-à-vis de ma vie. Nicolas, elle a fabriqué ces documents. Elle a probablement piraté mon vieil ordinateur juste pour construire ce récit pathétique et psychotique pour que tu aies pitié d'elle. C'est une femme misérable coincée dans une vie misérable et sans avenir, et elle ne supporte pas de me voir heureuse. Pendant 15 ans, ma réponse par défaut à ces crises de colère publique avait été le silence. Je m'étais toujours retiré, absorbant les retombées toxiques pour maintenir une paix fragile et empoisonnée. Mais la femme qui était entrée dans ce mariage aujourd'hui n'était plus intéressée par l'absorption de son poison. Je n'ai pas haussé la voix pour égaler son ton hystérique. J'ai simplement plongé la main dans la petite pochette perlée posée sur la table d'appoint et j'ai sorti mon téléphone portable. L'écran a illuminé mon visage d'une lueur bleue et froide. J'ai ouvert mes archives numériques, faisant défiler en arrière exactement 14 mois de correspondance sauvegardée, et j'ai trouvé le fil de discussion spécifique dont j'avais besoin. Je n'efface jamais rien, Isabelle, ai-je dit, ma voix aussi calme et régulière que la ligne plate d'un moniteur. C'est une habitude qu'on prend quand sa carrière exige une tenue de dossier méticuleuse pour éviter les erreurs médicales. J'ai levé le téléphone, tournant l'écran lumineux vers elle, puis j'ai tendu le bras pour donner l'appareil directement à Nicolas. Lis le message daté du 12 octobre de l'année dernière, lui ai-je demandé doucement. Nicolas a pris le téléphone. Ses yeux ont scanné l'écran lumineux. Je n'avais pas besoin de le regarder pour savoir exactement ce qu'il disait. J'avais les mots mémorisés de façon permanente. Et a lu Nicolas à voix haute, sa voix dépourvue de toute chaleur, récitant le texte numérique exact d'Isabelle. Je participe à un panel philanthropique pour la sensibilisation communautaire la semaine prochaine, et j'ai besoin d'une très bonne anecdote personnelle pour clôturer mon discours. Je peux t'emprunter un de tes trucs d'hôpital? Fais en sorte que ça paraisse profondément touchant, mais s'il te plaît, ne le rends pas trop sombre. Personne à ce déjeuner ne veut entendre parler de vrai sang ou de cadavres. Donne-moi juste un truc sur le fait de tenir une main ou autre. Nicolas a lentement baissé le téléphone. Il a regardé Isabelle, son expression passant d'une trahison profonde à un dégoût glacial absolu. L'empreinte numérique était indéniable. Elle n'avait pas seulement volé mon traumatisme, elle m'avait activement ordonné de désinfecter ma réalité pour qu'elle corresponde à ses exigences esthétiques. Avant qu'Isabelle ne puisse formuler un autre mensonge frénétique pour rejeter le message, Valérie Chastenay s'est avancée, exécutant de façon impeccable une frappe juridique synchronisée. Le vol de propriété intellectuelle et émotionnelle n'est que la composante psychologique de cette fraude, a déclaré l'avocate, son ton assez tranchant pour couper le verre. Revenons à la réalité financière. Le contrat de mariage exige une divulgation transparente à 100% de toutes les dettes existantes. Vous avez délibérément dissimulé une dette dépassant les 350 000 €. La société écran que vous avez utilisée pour cacher la faillite de votre marque Lifestyle fait actuellement l'objet de 2 procès distincts intentés par des fabricants étrangers impayés. Isabelle a ouvert la bouche, la poitrine soulevée. Mais c'est Gérard de Villeneuve qui s'est finalement brisé sous l'immense pression écrasante. Le promoteur immobilier poli et confiant s'est complètement désintégré. Gérard a fait 2 pas agressifs vers le centre de la pièce. Son visage a viré à un violet profond et dangereux. Il a complètement ignoré l'humiliation de sa fille et a tourné son désespoir frénétique directement vers Arnaud de Rochefort. Vous ne pouvez pas retirer le financement maintenant, Arnaud, a hurlé Gérard, sa voix se brisant sous l'effet de la panique pure. L'illusion d'un partenariat s'est évaporée, ne laissant qu'un mendiant hurlant après une banque. Nous avions un accord. Si vous ne signez pas cette injection de capital d'ici lundi matin, tout le développement de Port-Saint-Clair part en saisie immédiate. Les banques saisiront le terrain. Elles feront jouer les garanties sur ma résidence principale. Toute mon entreprise va s'effondrer. Vous avez les liquidités pour régler ça d'une seule signature. Ce n'est rien pour vous.
Nicolas a laissé échapper un rire dur et amer qui ne contenait absolument aucun humour. Il a fait un pas en arrière, s'éloignant physiquement de la mariée et de son père. Voilà, a dit Nicolas en secouant la tête. C'est la vérité absolue. Je ne suis pas un partenaire pour vous. Je ne suis pas un mari. Je suis juste une ligne de crédit sur pattes portant un smoking sur mesure. Cette relation entière n'était rien d'autre qu'un rachat par effet de levier conçu pour sauver votre entreprise de la noyade. La pièce a sombré dans un silence lourd et suffocant. La famille de Villeneuve avait été complètement exposée, dépouillée de ses étiquettes de créateur et réduite à son noyau cupide et calculateur. Puis un son est venu du coin de la pièce, un son que je n'avais pas entendu depuis plus d'une décennie. C'était le son de ma mère retrouvant sa voix. Thérèse est sortie de l'ombre des lourdes bibliothèques. Son visage était strié de larmes silencieuses, ruinant son maquillage hors de prix, mais sa posture était étonnamment droite. Elle n'a pas regardé Gérard. Elle est passée devant l'homme qu'elle avait épousé pour la sécurité financière et s'est arrêtée directement devant Isabelle. Je l'ai vu, a dit ma mère. Sa voix tremblait, mais les mots étaient incroyablement clairs. Isabelle a dévisagé sa belle-mère, les yeux écarquillés par le choc. Gérard a fait volte-face, exigeant que sa femme se taise, mais Thérèse l'a complètement ignoré. Elle a tourné son visage baigné de larmes vers moi. Je savais qu'elle volait à vie pour s'acheter une place dans cette famille, a confessé ma mère. Le lourd fardeau d'un échec de 15 ans brisant sa voix. Et je n'ai absolument rien fait. J'étais tellement terrifié à l'idée de perdre cette maison, de contrarier Gérard, que j'ai choisi de regarder ailleurs pendant qu'elle t'effaçait. La laisser te faire ça et choisir mon propre confort au détriment de ta dignité est le plus grand échec de toute ma vie. Je suis si profondément désolé. C'étaient les excuses que j'avais cessé d'attendre il y a 10 ans. Les entendre maintenant, au milieu des ruines de ce mariage frauduleux, m'a fait l'effet d'un poids physique retiré de mon sternum. La blessure était enfin reconnue par la personne qui l'avait laissé s'infecter. Arnaud de Rochefort s'est appuyé lourdement sur sa canne à bout argenté. Il a regardé la famille brisée qui se tenait devant lui. La colère dans ses yeux s'était transformée en un jugement froid et permanent. La ruine financière n'est qu'un cycle des affaires, a déclaré Arnaud doucement, rendant le verdict final. Une dette peut toujours être restructurée. J'ai vu des hommes mentir, tricher et voler pour de l'argent. Et dans le monde de l'entreprise, ces transgressions peuvent parfois être contournées. Mais je ne tolérerai jamais, sous aucun prétexte, un être humain qui nourrit un mépris absolu pour les personnes mêmes qui maintiennent nos vies fragiles quand les lumières s'éteignent. Vous vous êtes moqué des mains qui ont fait battre mon cœur. Il n'existe aucun contrat financier sur Terre capable de réparer une âme pourrie. L'exécution était terminée. L'Empire Rochefort rompait officiellement tous ses liens. Pourtant, contre toute logique, contre toute dignité humaine fondamentale, Isabelle ne pouvait pas lâcher l'illusion. La réalité de sa destruction totale refusait d'être calculée par son esprit. Elle a regardé frénétiquement Nicolas puis Arnaud, sa poitrine se soulevant, le tulle de sa robe bruissant violemment. Elle s'est jetée en avant et a attrapé le poignet de Nicolas, sa prise était désespérée, ses ongles s'enfonçant dans sa peau. Nicolas, s'il te plaît, écoute-moi, a supplié Isabelle, sa voix tombant dans un chuchotement frénétique et étouffé. On pourra régler les problèmes d'argent plus tard. On pourra réparer les contrats demain, mais les invités attendent en ce moment même. La presse est dehors. Nous devons y aller et marcher dans cette allée. Annuler ce mariage maintenant, devant tous ces gens, c'est tellement plus humiliant que tout ce qui s'est passé dans cette pièce. On a juste besoin de sourire et de traverser la cérémonie. Je l'ai fixé dans une incrédulité absolue. Le mariage était mort. Les finances étaient détruites. Les mensonges étaient entièrement exposés. Pourtant, alors que le monde se réduisait en cendres autour d'elle, la seule véritable préoccupation d'Isabelle était l'idée de sortir de ce domaine sans couronne. Elle venait de prouver, au-delà de l'ombre d'un doute, que préserver son image artificielle serait toujours infiniment plus important pour elle que la vérité. Les invités avaient été ramenés de la zone de réception vers les sièges principaux sous la vaste canopée florale. Cependant, le murmure joyeux et anticipé d'une assemblée attendant une mariée était totalement absent. Au lieu de cela, un silence électrique et étouffant enveloppait les 300 personnes présentes. Ils s'agitaient inconfortablement sur leurs chaises dorées. L'air était lourd de la sensation primaire et indéniable que la pression atmosphérique avait violemment changé. Ils ne connaissaient pas les détails de la confrontation dans la bibliothèque privée,
mais l'intuition collective de la haute société leur disait qu'un désastre s'était produit. L'officiant engagé, un homme arborant un sourire apaisant et exercé, s'est avancé vers le podium en acrylique. Il a ouvert son livre relié en cuir, préparé à livrer un sermon sur le dévouement indéfectible. Il n'a jamais eu l'occasion de prononcer une seule syllabe. Arnaud de Rochefort a complètement contourné le premier rang. Il avançait avec une grâce lente et délibérée, s'appuyant lourdement sur sa canne à bout argenté, mais sa présence imposait le respect à la pièce avec la force d'un raz-de-marée. Il a monté directement les 3 marches en verre et s'est approché du podium. Il a pris poliment mais fermement le microphone sans fil des mains de l'officiant surpris. Le patriarche s'est tourné pour faire face à l'océan de visages riches et dans l'expectative. Les drones caméras qui planaient près du plafond ont cessé leur mouvement, leurs opérateurs sentant la déviation soudaine du programme. Plus tôt cet après-midi a commencé Arnaud, sa voix, un baryton profond et résonnant, faisant écho sur les murs transparents. Une déclaration a été faite dans cette pièce concernant un membre de la famille de la mariée. Une femme parmi nous a été présentée et par la suite rabaissée avec une phrase conçue pour minimiser son existence. Il a fait une pause, ses yeux sombres balayant la foule jusqu'à ce qu'il me trouve, debout silencieusement près de la sortie arrière où je m'étais retiré. Toutes les têtes de la pièce ont pivoté pour suivre son regard. On a dit d'elle qu'elle n'était qu'une simple infirmière a déclaré Arnaud, les mots frappant la pièce silencieuse comme un marteau de juge. Je me sens obligé de corriger le registre public avant qu'aucune autre cérémonie ne se poursuive. Élise Rousseau n'est pas juste quoi que ce soit. Il y a 2 ans, lors d'une panne d'électricité régionale catastrophique, j'étais un patient allongé dans un couloir plongé dans le noir absolu d'un centre de traumatologie, faisant une crise cardiaque grave. Élise Rousseau a été la femme qui a refusé de quitter mon brancard. Elle a été la professionnelle de santé qui a détecté une erreur de prescription fatale dans l'obscurité, qui est intervenue physiquement, et qui a maintenu mon cœur battant pendant 4 heures d'agonie. Et il y a moins d'1 heure, quand mon propre corps m'a de nouveau lâché dans ce bâtiment même, ce n'est pas la richesse présente dans cette pièce qui m'a sauvé. C'est elle. Un halètement collectif a parcouru les rangées de chaises. Les investisseurs en capital risque et les influenceurs lifestyle qui avaient poliment ricané à mes dépens plutôt me regardaient maintenant avec un mélange de choc profond et de honte immense. Quiconque regarde de haut les personnes qui plongent dans le sang et la terreur pour nous tirer du bord de la tombe a poursuivi Arnaud, sa voix se durcissant en acier absolu, ne comprend absolument rien au véritable caractère. Ils ne comprennent rien à la classe sociale, et ils ne comprennent rien à la valeur réelle d'une vie humaine. Arnaud a baissé le microphone. Il n'est pas retourné à son siège. Il s'est simplement mis sur le côté, cédant la place à son fils. Nicolas a monté les marches. Il avait l'air épuisé, mais pourtant plus léger, comme si un poids massif et étouffant avait été retiré chirurgicalement de sa poitrine. Il n'a pas regardé la foule. Il a regardé directement le fond de la pièce où Isabelle se tenait près de l'entrée voûtée, figée dans sa robe en soie sur mesure, entourée de ses demoiselles d'honneur paralysées. « Je peux survivre à une seule soirée d'embarras public » a dit doucement Nicolas, sa voix non amplifiée portant à travers le silence de mort de la maison de verre. Mais je refuse absolument de survivre à une vie entière bâtie sur des fondations de mépris, de calcul et d'histoires volées. Il n'y aura pas de mariage aujourd'hui. Je suis profondément désolé pour le désagrément causé à nos invités, mais je ne peux pas lier ma vie à une illusion. Avant que l'onde de choc des noces annulées ne puisse être pleinement assimilée, Valérie Chastenay est sortie de l'ombre près du premier rang. La redoutable avocate d'affaires n'avait pas besoin de microphone pour rendre son exécution finale. Pour des raisons de clarté absolue concernant la dissolution de cette union, a annoncé Valérie, projetant sa voix avec une précision de salle d'audience. Avec effet immédiat, toutes les évaluations financières en cours et les injections de capital de l'entreprise Rochefort vers le développement de la marina de Port-Saint-Clair sont suspendues indéfiniment. De plus, tout transfert d'actifs décrit dans les contrats de mariage est définitivement annulé. L'effondrement fut absolu et instantané. Le monde magnifique et étincelant qu'Isabelle avait impitoyablement construit en utilisant mes souvenirs volés, des robes de créateur et une ascension sociale agressive s'est brisé en des millions d'éclats tranchants juste devant le public même qu'elle avait si désespérément cherché à impressionner. Ses amis riches chuchotaient furieusement derrière leurs mains. Les caméras ont été baissées. La grande fusion sociale de la décennie s'était dissoute en une banqueroute publique et humiliante. Gérard de Villeneuve s'est effondré sur une chaise de la dernière rangée, enfouissant son visage dans ses mains tremblantes alors que la réalité de sa ruine financière imminente le submergeait. Isabelle se tenait simplement là,
la bouche légèrement entr'ouverte, une reine dépouillée de sa couronne volée, complètement abandonnée sur sa propre scène. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas jubilé. La vengeance était tout à fait complète. Pourtant, elle n'avait nécessité aucune méchanceté de ma part. J'avais simplement permis à la vérité de se lever enfin et de respirer à l'air libre. Je me suis retourné et j'ai poussé la lourde poignée en laiton de la porte de sortie. L'air chaud et humide de la côte a frappé mon visage, un soulagement bienvenu par rapport à l'atmosphère stérile et étouffante de la maison de verre. J'ai commencé à descendre l'allée de gravier bien entretenue en direction du parking. Élise. Je me suis arrêté et je me suis retourné. Ma mère se dépêchait sur le chemin derrière moi. Elle avait laissé sa pochette de créateur sur sa chaise. Elle était passée devant son mari dévasté et sa belle-fille humiliée pour la toute première fois depuis son mariage avec la famille de Villeneuve il y a 15 ans. Thérèse n'est pas restée en arrière pour balayer les verres brisés de leurs échecs. Elle a choisi la réalité laide et honnête plutôt que le beau et confortable mensonge. Elle m'a rejointe hors d'haleine et a doucement passé son bras sous le mien. Elle n'a fait aucune grande déclaration. Elle s'est simplement accrochée à moi fermement, et ensemble, nous nous sommes éloignés du domaine de verre, laissant derrière nous les ruines de leur empire artificiel. 3 semaines plus tard, une lourde enveloppe couleur crème est arrivée au bureau administratif de l'Institut de traumatologie de la Riviera, qui m'était adressée directement. À l'intérieur se trouvait une lettre officielle de la Fondation Rochefort. Elle détaillait la dotation immédiate de la bourse en soins infirmier Marcel Rousseau, une subvention entièrement financée destinée à couvrir l'intégralité des frais de scolarité des étudiants infirmiers de première génération. Arnaud de Rochefort n'avait pas simplement remboursé sa dette. Il avait gravé de façon permanente le nom de mon père dans les fondations de l'hôpital qu'il avait sauvé. Ce soir-là, j'ai pointé pour ma garde de nuit de 12 heures. Les urgences étaient leur symphonie chaotique habituelle de moniteurs sonnants, de bruits de pas pressés et de l'odeur piquante de l'antiseptique. J'ai glissé mon stéthoscope autour de mon cou et j'ai ajusté le badge d'identification en plastique accroché à ma blouse. J'étais exactement à ma place. Je n'avais pas vaincu mes bourreaux en criant plus fort ou en me battant de manière plus sale qu'eux. J'avais simplement tenu bon, fait mon travail, et attendu que le poids pur et indéniable de la vérité parle pour moi. Et à la fin, c'était la seule voix qui comptait vraiment.